On a fait une étude il y a 2 ans sur le nomadisme. En fait, on a fait une étude sur le nomadisme il y a 2 ans. Donc, si vous allez sur notre site, vous devriez la trouver, je pense. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que le phénomène nomadisme, il a encore relativement peu d'impact sur l'immobilier. Parce qu'en fait, souvent, on associe nomadisme et télétravail. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que le télétravail, vous avez un avenant au contrat de travail avec quelque chose qui est extrêmement organisé, où on dit la personne va travailler une journée par semaine en dehors du bureau, c'est tel jour, c'est comme ça. Donc là, l'entreprise peut effectivement mesurer et de dire je vais avoir 20% finalement de mes mètres carrés qui pourraient être mécaniquement libérés par des personnes qui travailleraient une journée par semaine en dehors du bureau. Pardon. Et à côté de ça, vous avez énormément de phénomènes de nomadisme. Je l'ai dit à vous, on en a tous un exemple. Aucun d'entre nous n'est au bureau dans ce moment. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas quantifiées, qui ne sont pas organisées. C'est-à-dire le fait d'être dans des salles de réunion, de travailler ailleurs qu'au bureau, mais sans forcément que ce soit organisé. Et nous, c'est beaucoup plus difficile pour l'entreprise d'impacter ça dans son occupation. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une appétence des salariés pour ce genre de choses, qu'il y a encore de grosses résistances de la part du management en général pour le télétravail. Il y a quand même encore un manque de confiance assez fort vis-à-vis du télétravail. Et donc pour le moment, on ne peut pas dire que ça a entraîné une réduction des surfaces. Ce qu'on voit, c'est plutôt les nouveaux modes de travail, et y compris celui-ci, impactent la manière dont on utilise les bureaux. C'est-à-dire qu'à ISO mètre carré, on va organiser différemment les espaces avec moins de travail individuel, avec plus d'espace de salle de réunion, des espaces de travail collaboratif. Et donc finalement, on finit par ne pas réduire le nombre de mètres carrés utilisés, simplement c'est le nombre de mètres carrés attribués au bureau classique qui lui va diminuer au profit des espaces collectifs. On est à peu près là-dessus. Et sur votre deuxième question, donc sur le Grand Paris, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que pour l'instant, les investisseurs attendent de voir ce qui va se passer. Parce qu'on a quand même beaucoup des phénomènes d'annonces autour de transports annoncés qui sont arrivés beaucoup plus tard que prévu. On a notamment l'étude qui vous a été remise concerne donc le secteur du nord de Paris. On s'est rendu, je regarde à la main à ce moment-là. On s'est rendu compte que les investisseurs ont commencé à s'intéresser par exemple au Batignolles quand la ligne 14 a été annoncée et lancée. Donc on n'a pas encore forcément des phénomènes de montée de prix aujourd'hui parce que c'est un peu tôt par rapport à l'horizon de détention des investisseurs. Les premiers transports, c'est 2019 la ligne 14, 2020 la ligne 15, donc on est à 5 ans. Donc au niveau du risque et du portage du risque, c'est encore un peu long pour un investisseur. Par contre, effectivement, ils sont de plus en plus attentifs au sujet. Et il faut également garder en tête que le Grand Paris va certainement favoriser ou renforcer des pôles qui sont en voie d'émergence, mais qu'on ne va pas voir pousser des marchés de bureaux sur les 72 gares du Grand Paris. C'est pas le sujet et ça ne fonctionnera pas comme ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre d'éléments à mettre ensemble pour qu'émerge un pôle de bureaux. Il faut une masse importante de mètres carrés, c'est-à-dire qu'avoir un marché qui fonctionne, c'est à peu près 1,5 million de mètres carrés de bureaux pour commencer à avoir une polarité tertiaire établie, reconnue. Donc pour vous donner une idée, 1,5 million de mètres carrés, c'est Saint-Ouen, c'est Neuilly, c'est Montrouge. Donc vous voyez, c'est quand même déjà des pôles qui sont qui sont bien identifiés, bien établis et sur lesquels on a de l'activité de façon récurrente. Il faut ça, il faut des transports lourds, donc métro, RER, train, tramway, les bus, on ne considère pas ça comme du transport lourd, et un environnement, une mixité qui crée en fait un environnement urbain qui est agréable et qui fait que les entreprises et les résidents ont envie d'y être. Donc partant de là, il faut qu'il y ait des disponibilités foncières importantes et donc on ne va pas construire des défenses partout en Île-de-France. Par contre, ce qu'on va probablement voir, c'est des pôles émergents se renforcer
Quand on parle de Saint-Denis, par exemple, c'est extrêmement intéressant parce que Saint-Denis-Pleyel, ça va être la plus grosse gare du Grand Paris. Vous allez avoir 3 ou 4 lignes qui vont arriver nouvelles, c'est-à-dire la ligne 14, la ligne 15, la ligne 16, la ligne 17. Donc 4 lignes, plus peut-être une gare TGV, dans un secteur où en plus vous avez du foncier à développer. Donc là, effectivement, il y a des choses qui peuvent émerger, mais il est évident que quand vous êtes dans un secteur dense, déjà bien urbanisé, avec une dominante résidentielle, vous ne verrez pas arriver un parc de bureaux comme ça. Donc finalement, il y aura peut-être des renforcements de certains secteurs, d'autres qui seront un peu attaqués, mais pas des bouleversements fondamentaux en Île-de-France. Alors, ça va dépendre de la configuration de l'investisseur et de ce qu'il a déjà en portefeuille, de sa taille de portefeuille notamment. Je dirais que pour un investisseur, et nous en avons qui ont moins de 10 millions à investir sur l'immobilier, l'investissement en SCPI peut tout à fait convenir, puisque ce sont des produits particulièrement liquides et que l'inconvénient des frais de souscription qui sont élevés peut être érodé grâce à en fait, un système de reversement des frais de souscription à l'investisseur final. Par ailleurs, l'avantage aussi de la SCPI, c'est qu'elle est très présente sur le bureau et qu'il y a des véhicules intéressants sur ce segment que nous considérons à plus fort potentiel. Et nous regrettons que sur les OPCI, il n'y ait pas beaucoup d'OPCI de bureau. Les OPCI qui ont existé récemment, dans les 3 dernières années sur le bureau, c'est de la restructuration de bureau, ce qui est très intéressant, mais depuis 2 ans, il n'y en a pas eu de nouveau. Donc il faut aussi donc croiser finalement la taille du portefeuille de l'investisseur et l'intérêt sectoriel du segment. Sur les investissements thématiques dont je parlais, il y a beaucoup d'OPCI. Et à l'intérieur des OPCI, effectivement, on a distingué des investissements assez avantageux qui sont, parce qu'ils sont assez sécurisés, sur les résidences seniors. Ça correspond bien, puisque les résidences seniors, à nos critères, les résidences seniors bien situées dans des agglomérations de grande taille ou bien dans des villes estivales, je dirais, qui sont assez recherchées, avec un environnement très qualitatif, qui sont achetées en VFA, donc avec des droits de mutation faibles, de plus avec un prix au mètre carré qui est plutôt inférieur à la valeur du résidentiel dans cette même région. Je veux dire, ça coche un certain nombre de cases en matière de robustesse. Et en plus, comme ce sont des bâtiments assez peu techniques, à la limite, ils pourraient être convertis à l'échéance. Voilà, donc je dirais qu'il n'y a pas d'a priori entre OPCI et SCPI, c'est une question de croisement entre la taille du portefeuille de l'investisseur et puis effectivement l'allocation sectorielle. Il faut aussi noter que pour les investisseurs qui ont plus de 100 millions unitaires à confier à une société de gestion, bien entendu, il y a une troisième solution qu'on n'a pas évoquée ici, qui est le mandat de gestion immobilier ou le fonds dédié.